J'accueille Éric Morena. Nu sous le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur. Les crevettes, les crient olé, 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 au bon bateau. Tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des Bonjour. Tout le monde en a parlé à retrouver Éric Morena, l'Hidalgo est toujours chanteur. Et où se produit-il? Sur les terrasses de café, au supermarché, devant ses amis, et même au téléphone. Il habite sur les bords de Marne, mais c'est à Liège en Belgique que nous l'avons retrouvé où il enregistre son nouvel album. Dans cette lumière divine tamisée par la nuit, on vivait dans un film d'un certain Fellini. Et il pleut sur Roma comme il pleut dans mon cœur. Alors, elle est comment cette chanson, Éric? Très belle chanson. Par rapport à monsieur de son envergure, je dis que c'est un homme très modeste et très humble. Il est très bien. Depuis le succès du bateau, si la carrière d'Éric a pris un peu l'eau, le chanteur a conservé ses deux principales qualités, humilité et modestie. C'était à toi de m'ouvrir, hein. Humilité. Faire mieux que le bateau, c'est pas possible, il y en a qui ont essayé. Modestie. Très belle chanson. Aujourd'hui, Éric, l'ancien missionnaire d'Afrique, est à nouveau sur les routes. Un de ses amis organise une manifestation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons à Liège, évidemment, dans le plus grand centre de la ville, où se déroule la semaine italienne. Là, il y a plein d'amis qui nous attendent, avec des dégustations, c'est la fête, des belles femmes, enfin, et tutti quanti. Un centre culturel? Pas vraiment. Le centre commercial. Entre la mozzarella et le jambon de Parme, Éric Morena est le roi de la fête. Vous êtes en direct sur Radio Italia. Mais c'est un honneur pour moi. Allez. Et en plus, j'ai un faible. L'Italie, c'est ma seconde patrie. Est-ce qu'on le reconnaît encore? Et vous l'avez passé en discothèque? Pas sûr. Oui, à l'époque, oui. En bon VRP, Éric vérifie où son nouvel album sera placé. En tête de gondole? Alors, notre album sera donc non seulement ici dans les rayons, mais aussi Honnêtement, en tête de banc. Honnêtement, les Un vrai succès, cette fête italienne. Éric n'a pas changé de voix, toujours le fils spirituel de Dario Moreno et Luis Mariano. Ça lui coule dans le sang et continue de lui titiller la corde vocale. Oh mon bateau! Oh mon bateau! Et maintenant, la lumière se rallume sur Éric Morena. Éric, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Éric, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Vous êtes né à Saint-Omer en 1951. Vos grands-parents tenaient le plus grand cinéma de Saint-Omer. C'est ce qui vous a donné le goût du spectacle. Certainement. Alors, vous passez votre adolescence à Lille. Vous êtes un vrai ch'ti, hein. Vous parlez le patois local? Je le comprends très bien. Vous le parlez pas? Disons que pour le métier, j'ai évité de continuer à le pratiquer, parce que, bon, ne pas ressembler trop à Lynn Renault. Alors, votre père était employé du Crédit du Nord. Absolument. Et votre mère était démonstratrice au Printemps de Lille. Elle faisait quoi comme démonstration? Elle travaillait dans une maison, je ne veux pas citer la marque, mais très célèbre, dont on parle beaucoup actuellement. De parfum? L'Oréal. Ah oui.
Ouais. Alors, après un stage au centre apostolique, vous êtes tenté par la vie de missionnaire. Vous aviez la foi à ce point? J'avais la foi, j'ai toujours la foi. Ouais. Et je l'aurai toujours. C'est une chose qui me force à continuer à vivre, c'est la foi. Alors en 1970, vous entrez au grand séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux et vous songez à vous engager définitivement dans une congrégation qui s'appelle les Pères Spiritains. Quelles sont les règles chez les Spiritains? La pauvreté, Ouais. la chasteté et l'humilité. Ouais. C'est dur. Je sais, c'est en plein paradoxe, Ouais. mais c'est très applicable Oui, quand on vit au sein de la communauté. oui, oui. Alors vous partez 2 ans en Centrafrique, mais là vous avez une crise de la vocation. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en Afrique, je me dis, mais pourquoi, Éric, et de quel droit veux-tu imposer ta religion Ouais. à des Africains qui finalement sont très sympas, sont Oui. très humains, Qui n'ont rien demandé surtout. mais qui n'ont Ouais. rien demandé. Voilà. Ouais. Pourquoi leur imposer une loi? Ouais. Donc, j'ai une crise, si vous voulez, je joue toujours sur ce jeu de mots, une crise de foi, mais non pas dans ma foi personnelle, D'accord. mais Oui. dans l'Église. Alors vous rentrez, au début des années 80, vous vous installez à Paris, vous faites des petits boulots, vous êtes gardien de nuit, et puis vous vivez avec une femme qui s'appelle Patricia, qui est follement amoureuse de vous. Vous êtes plutôt attiré par les garçons, mais vous avez avec elle une relation platonique, disons, et vous vous êtes marié civilement avec Patricia. Absolument. D'ailleurs, Patricia fait partie de ma vie. Aujourd'hui Et encore. Absolument. On s'aime beaucoup, Ouais. et notre seul regret, c'est de ne pas avoir eu d'enfant. Ouais. Voilà. Alors, question garçon, vous passez à l'acte avec Antoine, donc, qui Oui. est un barman dans un cabaret de travestis. On est loin du séminaire, là, quand même. Hein. Oui. Ouais. Vous avez le goût du paradoxe, Eric. Il y a les robes. Il y a des robes, c'est vrai. Alors, vous vous installez à Enghien, et là, c'est le grand amour avec Antoine qui va durer 14 ans. Oui. Alors, Antoine, il est formidable pour vous. Il croit beaucoup à votre talent. Il vous pousse à vous inscrire dans une association de chanteurs amateurs qui fournit les maisons de retraite. Donc, vous partez chanter en métro un peu partout. Il vous pousse à prendre des cours de chant. Enfin, c'est quelqu'un qui a été extrêmement bénéfique au départ. Antoine, il me lance. Ouais. Il me donne le courage. Parce que je suis quand même découragé. Ouais. Et il me dit, fais ceci, fais cela. Alors, en 1986, Antoine vous finance une cassette démo et vous commencez la tournée des maisons de disques avec cette cassette. Et c'est comme ça que vous enregistrez Au Bon Bateau. Oui. Qui a écrit cette chanson? C'est Alexandre Desplat, Ouais. qui est devenu quelqu'un, qu'on va plus présenter. Ouais. Cette chanson me tombe dessus comme ça. Elle est présentée par Jean-Patrick Tesser. Et il me dit, bah, si tu es prêt à jouer le jeu, eh bien, si tu es prêt à jouer le personnage extravagant, Ouais. ce que je ne suis pas. Je suis quelqu'un, quand même, à cette époque, de très réservé. Hein, je sors du séminaire, voilà. Et on me demande de faire le Dario Moreno. pire que Oui, Dario Moreno. oui, oui. Si bien qu'à un moment, je perds même je perds le contrôle du personnage. Que même mon producteur me dit, t'en fais de trop. Alors, cette chanson a un succès fou, un succès immédiat. Il y a la mélodie, évidemment, qui est excellente. Il y a votre look. Et puis, il y a le clip aussi. Sans le clip, Ouais, la chanson n'aurait pas existé. Et surtout, alors là, je tiens à le dire quand même, sans vous, sans les médias. Oui, oui. Parce que c'est quand même visuel, avant tout. Ouais. Hein. Alors, vous vous retrouvez rapidement au top. Le single se vend à 1 million d'exemplaires. Oui. C'est quand même énorme. Ça a duré combien de temps? Le succès est arrivé très vite, non? Ben, le bateau sort en février 87 et je suis nominé aux Victoires de la musique. Je fais l'Olympia fin février 87. Le clip est récompensé au Lion d'Argent au Festival de Cannes. Enfin, tout Ouais. va très très vite. Comme m'a dit le producteur de l'époque, comme un paquet de lessive. Oui, ça a voilà. été, ouais. Voilà. Vos relations avec les médias étaient bonnes, en plus, à l'époque. Il n'y avait pas de soucis. J'ai Très apprécié. Ouais. Jamais eu de problème avec les médias. C'est la télé qui m'a fait. Ouais. Faut pas l'oublier. Hein. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Oui, j'en ai brûlé beaucoup. Le meilleur moment de cette époque, ça a été quoi, Eric? L'Olympia. Ouais. Chanter à l'Olympia. Ouais. Dans l'ancienne Olympia. Hein. Et le pire moment de cette époque, ça a été quoi? Quand on commence à me demander après le bateau de faire n'importe quoi. Le succès du bateau, les ayant gonflés, ils ont voulu faire plus. Ouais. Et finalement, le résultat, j'ai fait des daubes à la suite. Alors à l'époque, vous menez grand train avec tous les excès qui vont avec. Quoi. Qu'est-ce que ça comporte?
grand appartement, belle voiture, les garçons à tout va. Et votre couple avec Antoine se disloque un petit peu à ce moment-là, non? C'est là. Vous vivez toujours ensemble, mais vous sortez séparément, quoi. C'est ça. C'est tout le bien que m'a fait Antoine, en réalité. Autant moi je monte, autant lui descend. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a le mur de la solitude qui nous sépare. Alors là, vous sortez quelques 45 tours dans la veine du bateau, évidemment. Je suis le torero de l'amour, Ramon et Pedro. Ça marche honorablement, mais ça n'est pas le succès du bateau, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas la magie. C'est pas le bateau. C'est le même compositeur, mais voilà. Il n'y a pas de recette pour un tube. C'est là que vous tombez amoureux de Denis? Oui. Alors là, Antoine sombre dans la dépression, il se met à picoler et faire des excès sexuels. Oui. Et vous apprendrez bientôt qu'il est malade du sida. C'est là. C'est là. Alors c'est là que c'est ma période la plus noire, parce que je me culpabilise. Je me culpabilise encore, d'ailleurs à ce jour, parce que si j'avais eu un peu plus de plomb dans la tête, Antoine ne se serait pas égaré vers des voies vers lesquelles il n'était pas destiné. Et malheureusement, il tombe malade, gravement. Et à cette époque, le sida est foudroyant. On perd beaucoup de copains. Il y a il fait partie de la génération qu'on en dit sacrifiée. Bien sûr. Et je l'hospitalise chez moi. Et je m'occupe de lui. Et là, je me retire. Et je m'occupe de lui jusqu'à la fin. Vous survivez avec des galas de province, avec des animations de boîte de nuit, quoi, pour faire tourner la boutique. Oui, je n'ai pas du tout envie de chanter d'ailleurs à cette époque. Ce qui est terrible, c'est que j'ai remarqué que les amis qu'on a à l'époque vous laissent tomber. Parce qu'à l'époque, ils disaient « Ah, il y a le sida chez Morena ». C'était encore tabou à l'époque. Et c'est là que pour promouvoir l'idée du Pax, c'est-à-dire ça part d'une bonne idée au départ, vous vous prêtez à un simulacre de mariage, un mariage gay, béni par un prêtre, et vous épousez Denis devant toutes les caméras du pays, quoi. Mais ça, c'est une histoire de fou, ça. J'ai fait ça, pourquoi pas. Ouais. De toute façon, j'étais un peu comme Coluche et le Luron qui s'étaient mariés, quoi. C'était un gars. C'était n'importe quoi. Ça voulait plus rien dire. Ça a fait de la peine à Antoine, j'imagine. Antoine n'était plus lui-même. Le sida avait déjà attaqué une partie de son cerveau, c'était devenu un bébé. Oui, il ne s'en rendait pas compte. Non, il me disait simplement « Ah, maman, qu'est-ce qu'elle va dire ?» Oui. Alors, lorsqu'Antoine meurt, vous entrez évidemment dans une longue période de dépression. Et là, vous pensez à vous retirer au monastère, c'est-à-dire à retrouver finalement ce qu'avait été votre vie d'une époque. Quand je rentre dans la chambre de l'hôpital Bichat, cette chambre vide, mais son visage reposé. Plus de souffrance. Ça, c'est extraordinaire. Tout s'est effacé. Son visage est même rose comme un enfant. Et je ressens cette paix, cette sérénité. Je dis, ça y est, il a enfin la sérénité. Mais moi, je ne l'ai pas. Moi, je n'ai pas la sérénité. Et c'est là que je pense vraiment à me retirer, à arrêter tout. Voilà. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait, Eric? Parce que j'aime chanter. Oui, vous voulez chanter du lyrique en plus, vous avez toujours... J'aime chanter. Vous voulez être Scarpia. Oui, mais c'est ça. Ma véritable raison de vivre, finalement, quand je fais mon examen de conscience. Qu'est-ce que tu aimes, Eric, dans la vie? Mais c'est chanter. Le public, le contact avec le public. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque du bateau Non. Non, pas du tout. Je suis très content d'avoir fait le bateau, mais le bateau est un piège. Parce que c'est à la fois un cadeau, une grâce, et c'est à la fois un piège, parce qu'on vous colle une étiquette sur le front. Mon intelligence à moi, la finesse que je dois avoir dans l'avenir, et ce que je vais faire et ce que je prépare, c'est de préparer le public, parce que j'ai une bonne connivence avec le public. C'est de préparer les gens à aller vers une autre voie, à me remettre en danger et à ne pas m'installer dans un succès déjà acquis. Voilà. Vous êtes rancunier par rapport à certaines personnes de l'époque? Non, pas du tout. Il y a simplement une chose que je pourrais dire qui pourrait peut-être aider les jeunes d'aujourd'hui. J'en ai retiré une seule chose. C'est que votre plus proche ami peut être votre plus proche ennemi. Ça, c'est une certitude. Si c'était à refaire, Eric, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je ne referais pas le bateau. Je ne referais pas le bateau, je parle avec mon cœur. Pour simplement pouvoir chanter ce que j'ai envie de chanter. Du lyrique, de l'opéra. Absolument. Et devenir Scarpia sur scène. Oui, et puis des belles choses. Parce que j'étais très malheureux pendant 24 ans à ce qu'on ne me propose que des gaudrioles, finalement. Et quelquefois, bon, voilà, c'est tout. Je suis sincère.
Aujourd'hui, vous avez des projets dans le lyrique? Oui. Ouais. J'ai un album qui est en boîte, qui va sortir. Et... Voilà. Il y aura une grande surprise. Quand vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe comme épitaphe? Il y en a une qui me plaît. Ouais. Elle n'est pas de moi. Enfin, je suis devant toi. Ouais. Merci Eric. J'ai été heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.